Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous accueillons Anne Reva. Bonsoir Anne. Bonsoir Nathalie, merci beaucoup. Nous accueillons aussi Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet au Mans. Bonsoir Marie-Adélaïde. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et nous accueillons aussi Sophie Bouillou qui est comédienne et qui va lire des extraits du texte de Anne. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, avant de vous laisser converser toutes les deux, je vais rappeler à nos amis spectateurs qui peuvent poser des questions à Anne par mon intermédiaire et je viendrai les poser en fin de rencontre. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonsoir Anne, c'est un plaisir d'échanger autour de ce texte qui est absolument magnifique, qui raconte un voyage un peu particulier parce que sans photos souvenirs, sans histoire à raconter. Je propose à Sophie de prendre la parole et de nous lire un passage que nous avons sélectionné et puis après nous revenons toutes les deux pour échanger. Saint-Mandé. Tu t'es demandé qui était Saint-Mandé. Tu as besoin d'être humain. Tu as cherché. C'était un saint qui s'occupait de maladies et de morsures du serpent. Tu n'as pas lu très attentivement. Tu ne t'es pas senti proche de lui. Tu n'aimes pas les serpents. Ils te font peur. Il faut mourir. Tu es passé à autre chose. Puis tu as voulu savoir qui étaient les gens connus qui seraient nés à Saint-Mandé, parce que tu es né à Saint-Mandé à présent. Pour ta première vie, c'était Paris 11e arrondissement, et pour la seconde, qui a commencé par un étonnant voyage, tu es né incontestablement à Saint-Mandé. Tu as trouvé qu'Alexandra David-Néel y est née aussi, l'exceptionnelle voyageuse qui arriva incognito à Lhasa en 1924. L'aventurière absolue est donc de Saint-Mandé. Tu t'es dit que ce n'était pas un hasard, mais plutôt un message. Toi, tu es une grande voyageuse, c'est indéniable. Tu en as parcouru des territoires inexplorés et tu en es revenu. On t'a ramené plutôt. Tu ne serais pas rentrée seule. Mais Alexandra, tu te permets cette familiarité, est partie très longtemps. Pas toi. Ce n'est pas une différence tellement importante. Vous avez eu des aventures, fait des rencontres, et vous êtes toutes les deux parvenues au cœur de cités interdites. Ça ne s'invente pas. Voilà qui vous lie, assurément. Le seul problème, c'est qu'Alexandra peut raconter son voyage, le célébrer. On peut aussi le vanter pour elle. Le tien, c'est plus délicat. Il fait peur, mais mal à l'aise. Il laisse sceptique sur qui tu es. Tu n'as pas de quoi faire un récit merveilleux et séduisant. Vous ne touchez pas les mêmes publics. Ce n'est pas grave. Tu t'en incommodes. Tu le sais, toi, que tu as fait un incroyable voyage. Personne ne pourra te dire le contraire. Et même si on te contraignait à le garder secret, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas existé. Le seul problème, c'est que tu ne te souviens de presque rien. 8 semaines hors du monde. Le temps venu du retour et si peu de souvenirs. C'est difficile à supporter. Tu aimerais alors qu'on te raconte, qu'on te rende ce que tu as vécu, mais ils répondent tous la même chose. Ils ne veulent pas te dire. C'est trop tôt, c'est encore trop dur. Ça a été si dur à vivre. Toi, tu ne sais plus ce que tu as vécu. Ce qui t'en reste est dérisoire. On te dit que tu vas tellement mieux, que les semaines passées ont été terribles, alors là, maintenant, on te trouverait presque en forme. Mais tu veux savoir ce qui s'est passé. On t'avait dit qu'avec les électrochocs, il y avait des problèmes de mémoire, comme des vides brutalement. Tu les subis. Tu as été prévenu, mais ça ne rend pas les vides supportables. Tu as besoin de retrouver l'histoire. Chaque jour, tu espères que plus de bribes, plus d'images vont te revenir et que tu retrouveras ton histoire. Merci Sophie. Merci Sophie. Je dirais merci Anne, merci pour cette plongée dans cette aventure intérieure, dans cette enquête, parce que ce livre, en fait, est une minutieuse enquête au fond de soi-même, au bout de soi-même. Anne, quelle est la différence pour vous entre exister et être vivante ?
Commencer comme question, c'est pas facile. Je crois que bon, la réalité, c'est qu'à un moment, il y a eu une extinction de la sensation d'exister. Mais c'est une expérience étrange, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs très peu descriptible. Il y a quelque chose qui fait qu'on a complètement disparu, quoi. Et quand la sensation d'être revient, là, on perçoit qu'être vivant et exister, c'est pas pareil, parce que être vivant, c'est être capable d'être en communion avec un certain monde, avec des êtres humains auxquels on tient, avec le soleil, la terre. Exister, c'est beaucoup plus tendu, c'est beaucoup plus essentiel. Il y a vraiment cette possibilité comme d'apparaître et de disparaître, quoi. Donc il y a, pour moi, vivre, c'est l'enveloppe de ce qui est possible quand on existe. Mais déjà, le sentiment d'exister, c'est radical, quoi. Surtout qu'on s'en rend compte quand il disparaît. Oui, le manque fait prendre conscience de ce qui est en train de s'effacer tout doucement. C'est ça, de s'effacer, un effacement de soi. L'extérieur a l'air de continuer à vivre, les objets existent, il y a des êtres humains qui existent, mais soi, c'est l'effacement, c'est exactement ça, c'est l'effacement. Et ça va avec aussi un effacement des sensations du corps, avec un effacement de la possibilité même de se reconnaître comme étant un être vivant. C'est très singulier comme traversée. Vous employez le mot dislocation. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui... en fait, un être humain, il se perçoit lui-même quand il marche, quand il respire, quand il parle. Il y a un vécu de globalité de soi dans le monde comme il est. Et puis, dans ces moments très aigus, c'est tout qui se retrouve complètement désorganisé. Il n'y a plus aucune cohérence entre la perception tactile, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Et c'est vraiment une impression de se disloquer. Comme sans doute on peut avoir dans des expériences très limites, mystiques et peut-être avec des produits stupéfiants, mais là, ce n'était pas le cas, c'était une traversée vraiment solitaire. Et après, on revient, quoi. On revient. On a disparu et on revient. On va revenir sur ce passage et ce retour à la vie. Ce récit est écrit à la seconde personne du singulier. Le tu, moi, m'a permis un contact extraordinaire avec cette héroïne. Elle s'appelle Suzanne Reynolds. Mais le tu ressemble, et je pense que vous avez voulu jouer sur beaucoup d'entrées, à la confession que fait difficilement la compagne de Suzanne, à la confession que font les filles aussi pour raconter l'indicible. Est-ce que c'était plus facile, c'était plus fort d'emprunter cette voie plutôt que de faire parler Suzanne à la première personne? En fait, dans le retour à sa propre perception, il y a eu quand même un moment de sidération en se disant mais est-ce que c'est arrivé? Et est-ce que c'est possible que ce soit arrivé? Et est-ce que ce dont je me souviens, qui est encore très présent, surtout des sensations corporelles, est-ce que ça a vraiment eu lieu en moi? Et j'ai eu besoin finalement de m'adresser à moi-même en fait pour raconter, comme si le tu permettait d'être la plus précise possible. J'avais l'impression que la description, moi je tenais à être au plus près et à trouver les mots et les phrases qui rendent l'expérience partageable,
qu'on y soit, même physiquement. Et je ne voyais pas mieux que tu, parce que dire je, ça m'était impossible, puisque j'avais tellement d'étonnement devant ce qui était arrivé que c'était impossible de dire je. De dire elle aurait mis une distance qui ne permettait pas d'être précise. Et le tu, vraiment, s'est imposé comme là va y avoir une description au plus près, quoi. Et la résonance avec la voix de la compagne Valentine qui dit tu, la voix en effet des filles qui peuvent dire tu en racontant. Donc, tout le monde pouvait décrire en disant tu, y compris moi. Oui, et ça permettait d'ancrer et d'être au plus proche de cette vérité. L'histoire, on l'a compris, ceux qui nous écoutent se rendent compte, Suzanne Reynolds, on verra après qu'effectivement, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs qu'elle avait négligés. Suzanne Reynolds est atteinte d'une forme de mélancolie. Alors, mélancolie, pour moi qui suis néophyte, je mettais ça sur un doux spleen, une mélancolie. Mais la mélancolie délirante, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et cette mélancolie délirante s'accompagne d'un syndrome qui a été découvert au 19e siècle, qui est très particulier. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Comme ça, on rentrera mieux dans la description de ce qui a été traversé dans ce voyage immobile. Oui, alors la mélancolie poétique, c'est un doux mélange de nostalgie et de langueur. La mélancolie au sens de l'effondrement, plus psychiatrique, c'est le tableau le plus grave de la dépression. Et dans les expériences mélancoliques, il y a des formes où le sujet peut se mettre à délirer ou ne pas délirer, ce n'est pas obligatoire. Et puis, il y a un délire qui est rare parce que, en fait, maintenant, la dépression, c'est une expérience très fréquente. Hein. Il y a un adulte sur 5 qui connaît une expérience dépressive au cours de sa vie. Mais maintenant que les dépressions sont soignées assez rapidement, on voit peu d'expériences mélancoliques qui sont les formes les plus graves. Et la forme dont est atteinte Suzanne, c'est une forme qui avait été décrite par un psychiatre qui s'appelait Jules Cottard, qui là a une forme délirante très particulière, qu'il avait appelée délire de négation, où le sujet pense qu'il n'existe pas, où le sujet pense qu'il n'a plus d'organes, où le sujet pense qu'il est en train de pourrir, où le sujet, voilà, c'est le délire de négation, c'est principalement ça, avec parfois des sentiments d'immortalité, parfois l'impression aussi d'une possibilité de remplir l'univers en entier. Et donc, Suzanne est atteinte d'un syndrome de Cotard. Elle se met, oui. Non, pardon, Anne, je vous coupais la parole. Continuez. Et donc, je voulais juste préciser que Suzanne est psychiatre. Suzanne est psychiatre et Suzanne a négligé, alors qu'elle est psychiatre, et sans doute parce qu'elle est psychiatre, elle a négligé la dépression qui était en train de se dérouler à l'intérieur d'elle. Elle était gênée, honteuse, elle ne voulait pas... Voilà, après tout, quand on est psychiatre, il faut prendre sur soi, il faut apprendre à se tenir. Et donc, les choses se sont dégradées un peu, et puis dégradées beaucoup. Et puis, elle est emportée par des hallucinations, elle est emportée par ce fameux délire de négation qui est quelque chose vraiment de massif et qui est assez effrayant pour ceux qui sont autour, parce que Suzanne ne reconnaît pas ses proches, elle n'existe plus. Elle-même ne se reconnaît pas dans le miroir, elle n'existe plus, et puis sa compagne, elle ne la reconnaît pas, ses enfants, elle ne les reconnaît pas. Donc c'est vraiment une radicalité très singulière, avec un risque suicidaire important, parce qu'il y a des hallucinations qui donnent des ordres pour se faire du mal, et Suzanne entend une voix lancinante qui lui répète « jette-toi, jette-toi » toute la journée. Donc là, il n'y a plus 36 solutions. Elle n'est pas en mesure de se soigner et puis elle sera soignée. Elle était accompagnée, et c'est là le rôle d'un psy, Guillaume,
a mis le doigt sur ce qu'il fallait faire, mais l'a laissé arriver tout doucement dans cette décision d'internement qui va prendre pour elle. Mais pour lui, en l'écoutant, il sait très bien qu'il n'y aura pas d'autre solution. Oui, lui, il le sait. Oui. Excusez-moi, Marie-Adèle. Il faut savoir, enfin, on a besoin justement du professionnel qui sait où on va, et il laisse Suzanne un petit peu arriver en douceur, et parce que Suzanne a une honte terrible, vous l'avez dit, honte dans le milieu professionnel. Elle dit un petit burn-out, c'est quand même un peu plus chic, ou même un cancer, on vous plaint, mais une dépression aussi grave, pour elle, il y a une phase où il faut tout cacher, ne rien dire. Ne rien dire de honte, en effet, de honte. La maladie mentale, de toute façon, c'est vraiment la principale stigmatisation dans la société autour des maladies. Hein. C'est-à-dire que comme psychiatre, je le sais d'autant mieux, hein, tous les malades ont honte d'avoir un trouble psychiatrique. On a l'impression d'être emporté par quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et on ne maîtrise rien, même pendant le traitement. Suzanne ne contrôle rien, elle se laisse faire, mais elle n'a aucun accès à la possibilité de finalement se représenter ce qui se passe, quoi. C'est terminé, elle est partie. Heureusement, sa compagne tient, le psychiatre tient, il y a les électrochocs qui vont extraire de tout ça. Mais les électrochocs n'enlèvent pas la honte, parce que les électrochocs sont un peu le sceau de la honte aussi. C'est-à-dire que, voilà, d'avoir eu des Arriver jusque-là. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le comportement de Suzanne, c'est qu'elle va avoir honte, elle voudra arriver dans cette clinique sous un autre nom, mais elle a aussi des phases où il faut qu'elle téléphone et qu'elle parle et qu'elle dise. Est-ce que ça fait partie du cheminement et du travail? Je pense que ça fait partie aussi, il y a des moments de lucidité, c'est-à-dire que dans la folie que Suzanne traverse, elle a des moments où elle ne se sent pas, elle ne se voit pas dans un autre monde, et puis il y a des moments où elle revient un peu, et là elle prend conscience de ce qui est en train de se passer, et elle a très très peur de perdre l'affection des autres. Et là, il faut se rassurer, quoi. Donc, il faut téléphoner à tout le monde, essayer de tester les uns les autres sur ce qu'ils pensent, mais le délire est là, donc tout se mélange. Donc, tout le monde est un peu emporté par les fluctuations qui sont liées à la maladie, et liées à l'efficacité des traitements, et liées au chemin interne de Suzanne. Le désordre n'est pas tendu comme un fil, il flotte par moments, et il revient, il la reprend, il la lâche un peu. Et la question de prendre un autre nom, c'est aussi mélangé avec des éléments où, puisqu'elle n'existe pas, comment se nommer? Tout est un peu pris aussi dans le délire, même si par moments elle a l'air d'être une interlocutrice à peu près tranquille, quoi. Ouais. Et les obsessions arrivent. Et d'ailleurs, vous employez le mot folle. Vous ne dites pas malade, vous ne dites pas dépressive, vous dites folle. Il y a deux mondes, le monde des fous et le monde des gens qui n'en sont pas. Et puis le monde de ceux qui en reviennent. On verra à la fin du roman. Mais le mot folle est très fort. Oui, parce que c'est celui qui me donne le plus accès, je pense, à l'intensité du désordre, et qui articule la question de la honte. C'est-à-dire que elle se sent vraiment folle, elle se sent vraiment folle, et elle a extrêmement peur que les autres la sentent folle, et finalement, si elle se traite de folle elle-même, peut-être qu'elle supportera mieux qu'on la traite de folle, mais elle n'arrive pas à trouver un autre mot pour dire cette traversée qui est enfin, qui est pas croyable, en fait. C'est n'importe qui lui raconterait cette histoire, elle dirait non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas arrivé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et c'est ça qui est fou. Oui. Et ce terme de folle est encore employé en termes, parce que moi, ça me faisait penser au professeur Charcot, ça me faisait penser au 19e siècle de Monsieur Cottard. Est-ce que c'est un mot employé par Suzanne pour se marquer elle-même, marquer les esprits, marquer notre conscience de l'importance du rôle des proches? C'est attention, tirer, genre le vadémécum des proches, tirer la sonnette d'alarme, voilà où on en est et voilà sur quel fil tendu on se trouve. Mais je pense que le monde extérieur, pour Suzanne, en tout cas sa compagne, ses enfants, personne ne l'a jamais considérée comme folle. Elles ont perdu, c'est-à-dire que Suzanne a disparu. Suzanne a été transformée, c'était plus elle. Donc, elles ont un vécu d'avoir eu affaire à quelqu'un qui n'est pas vraiment Suzanne, qui vit dans un chaos total, mais je ne pense pas que le terme... Elles ont dû avoir peur que quelque chose se fige qui serait la folie, qui vraiment se figerait, mais dans la traversée elle-même, je pense que ce qui a été le plus éprouvant, c'est pas Suzanne, quoi. On ne sait pas qui c'est, mais est-ce que Suzanne va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Elles le disent d'ailleurs, les filles, Valentine, elles disent que d'abord Suzanne a terriblement maigri, Suzanne ne ressemble plus à ce qu'elle était, sa voix change. Sa voix change et d'ailleurs, la voix change plusieurs fois. Elle voit bien que la voix va suivre aussi l'évolution de la traversée, qu'à certains moments, la voix sera aiguë, saccadée, d'autres moments plus rauque. Mais à aucun moment, Suzanne ne se demande vraiment si les autres perçoivent le changement de cette voix, mais pour Suzanne, c'est l'indice le plus précieux de sa non-reconnaissance. Il y a quelque chose, c'est même pas sa voix, quoi. Ce n'est même pas sa voix. Donc, sans doute que pour l'entourage, il y a eu de la dissonance tout le temps dans le comportement, dans les énoncés, peut-être dans la prosodie. Suzanne ne le sait pas, mais la musique d'elle-même, elle l'a perdue. Elle a été complètement saccagée, quoi, cette musique-là. Celle qui fait qu'on est soi. Tout à fait. Et elles étaient perdues. On en parlera après. Je vous propose qu'on fasse un petit tour par Samandé, puis après on parlera du rôle et de l'importance des proches. Suzanne a négligé des signes avant-coureurs qui peuvent durer sur plusieurs années. C'est un mal de notre époque de ne pas s'écouter. Moi, j'avais l'impression qu'on était plutôt dans trop d'écoute de soi. Qu'on est dans une société où voilà, on nous explique qu'il faut prendre soin de soi, qu'il y a plein de manières de prendre soin de soi. Donc, je pense que Suzanne, elle fait un travail où elle prend soin des autres, et la question de la souffrance psychique pour elle-même, c'est même pas très facile à se le représenter, parce qu'au fond, ces journées, c'est plutôt de penser au soulagement, à l'accompagnement de la souffrance psychique des autres, et s'écouter. Pour un psychiatre, vous savez, un bon psychiatre, ça lui fait du bien de s'occuper de ses patients, hein. Donc, le bon psychiatre, il pense qu'en s'occupant bien de ses patients, lui-même, il prend soin. Il ira bien. Il ira bien. Donc, et c'est le corps qui lâche en premier. Oui, c'est le corps, ouais. Il n'y a pas de phrase. Il n'y a pas de phrase. D'ailleurs, il n'y a pas de phrase. Le corps fait un chemin autonome. Il part pour lui-même, il vit pour lui-même, et il n'y a pas d'énoncé qui accompagne ces changements-là. Les énoncés se font autour. Hein. Autour, on vous dit, là, ça ne va pas, là, comme si ça ne va pas, ça se voit que ça ne va pas. Mais de soi à soi, les énoncés ne se font pas.
c'est vraiment le corps qui impose un langage, qui impose des modalités de rupture. Un stop. Mais ça ne connecte pas. C'est très, très singulier, ça ne connecte pas. Et en fait, c'est peut-être le signe, ce manque de connexion. Peut-être que plus l'intensité de l'effondrement vraiment est grande, je pense, moins il y a de connexions possibles. On a encore des connexions quand on arrive à tenir quelque chose, quoi. Où là, on peut se dire, tiens, je tiens plus. Mais je pense qu'à un certain niveau d'intensité, on peut même pas dire je tiens plus parce qu'il n'y a plus personne à tenir. Hein. Ça tient plus. Il n'y a plus, l'existence s'est disloquée. On arrive à s'amender. Suzanne accepte sans l'accepter. C'est bien qu'elle est obligée, elle en a besoin parce qu'elle arrive à s'amender dans un état de souffrance absolument terrible, angoissée, des pensées suicidaires. Et s'amender, j'ai trouvé que c'était une forme de bulle. Les aides-soignantes sont, alors peut-être pas toutes, mais font un travail absolument remarquable de douceur, du premier sourire aux petites attentions. C'est quelque chose de remarquable et ça accompagne. Alors oui, il y a les traitements, il y a tous les médicaments, oui, il y a cette décision de l'électrochoc qui n'est pas une décision anodine, mais j'ai apprécié les petites bribes de douceur que Suzanne va rencontrer avec cette aide-soignante. Un petit geste, une petite attention. Ça accompagne, ça entretient, ça fait le lien avec les proches qui ne peuvent pas rester. Il faut dire que Suzanne a eu pratiquement une double peine, l'internement à Saint-Mandé et le confinement. Alors moi, je me demande si ça ne lui a pas rendu service, parce que finalement, comme elle était confinée dans un monde à part, si en plus le monde extérieur fonctionnait normalement, elle aurait été encore plus exposée au regard de l'autre. Là, comme tout le monde était confiné, Suzanne, finalement, elle était dans sa bulle, aussi folle soit cette bulle, assez à l'abri, quoi. Et l'hospitalisation en psychiatrie, c'est un lieu à la fois de protection totale et d'expériences les plus radicales parce qu'il y a des traitements, parce qu'il y a la pathologie qui s'exprime, mais vraiment les lieux de soins de psychiatrie, quand ils fonctionnent bien, c'est des lieux d'apaisement, de vie, d'enveloppement, où chaque relation humaine vous donne la possibilité à un moment de vous sentir redevenir humaine. Parce que le trouble mental, alors celui-là radicalement, mais d'autres aussi, vous perdez la perception de votre humanité. Et si vous n'êtes pas entouré d'humains qui vous donnent quelque chose, qui vous remettent un peu dans le monde des humains, par la tendresse de leur voix, par les attentions sur la possibilité de manger, de se laver, de dormir, par tout ce qui vous enveloppe, vous ne revenez pas, quoi. Ça ne va pas suffire, même s'il y a des traitements médicamenteux, même si la psychiatrie est une médecine qui se nourrit de l'humanité de ceux qui pratiquent la psychiatrie. Sans humanité, il n'y a pas de psychiatrie, quoi. Ce n'est pas juste des distributions de médicaments et d'électrochocs. Il y a besoin d'être là et d'assumer d'être là, quoi. Ce contact humain permanent, cette main tendue qui vous retient au bord du précipice, en fait. Oui. Elles font un travail impressionnant. Oui, et puis elles n'ont pas peur. Ouais. Parce que le problème aussi de la psychiatrie, c'est tout le monde a peur. Dès qu'on parle d'une maladie mentale, il y a de la peur. Est-ce que ça va être violent? Est-ce qu'il y a une explication causale simple qui permettrait de se dire ça ne va pas m'arriver? Et quand on travaille en psychiatrie, en général, c'est parce qu'on n'a pas peur, qu'on a une capacité.
Pardon. Elles osent affronter. Elles osent, elles sont là, elles tiennent, elles n'ont pas peur. Le désordre ne fait pas peur. Elles savent que le désordre, ça met du temps, qu'il faut tenir. Donc, c'est le fait aussi de ne pas faire peur à l'autre qui permet de se sortir de cet état. Alors, on va en parler tout de suite. Suzanne a tenu, Suzanne est revenue, Suzanne a récupéré ces 8 semaines, ce trou abyssal provoqué par les électrochocs, grâce à l'amour de sa compagne et des filles qu'elle a, ces 2 filles. Les proches ont un rôle essentiel, mais les proches avancent la peur au ventre. Peur de la suite, peur du traitement, peur de ce qui va revenir, peur de ne pas récupérer la Suzanne d'origine. C'est terrible pour les proches, parce qu'eux, on ne les accompagne pas. Alors, on ne les accompagne pas assez, ça c'est sûr. Et je pense que la peur est tellement intense que les proches sont sidérés en fait. C'est-à-dire qu'ils s'obligent à résister parce qu'il faut tenir pour pas que Suzanne reste trop longtemps partie très loin. Et ça sidère un peu, c'est-à-dire qu'on est là, quoi. On tient, surtout pas de tristesse, pas trop d'angoisse, il n'y a pas de place pour tout ça. Il n'y a pas de place, il n'y a pas le temps. Et c'est une épreuve qui mine, mais qui mine un peu sans s'en rendre compte parce qu'on tient, quoi. On tient, Valentine, elle tient, elle baisse jamais les bras, mais ça fragilise énormément. Ça fragilise, surtout si on ne revient pas du voyage. Si on revient du voyage, alors on peut récupérer, reprendre à l'intérieur de soi, sans doute, comment dire, apaiser l'effroi qui a été éprouvé. C'est la confiance, c'est cette confiance qui se recrée, qui s'accompagne, qui entoure. Oui, c'est la confiance et puis c'est aussi la certitude que de toute façon on va y arriver, quoi. Et cette certitude, elle est portée parce qu'il y a des traitements qui montrent leur efficacité. Elle est portée parce que autour, il y a des liens qui ne lâchent pas. Et, voilà, la certitude qu'il faut qu'on y arrive, quoi. C'est pas Alexandra David-Néel, donc il faut y arriver. Il faut aller la chercher, il faut la ramener par la main. On va continuer en parlant de quelque chose et de quelqu'un de très important. Je voulais juste, avant, faire une toute petite question. Au niveau des filles, est-ce qu'il n'y a pas un transfert dans une situation comme ça? Les filles de Suzanne deviennent protectrices, en fait. Elles remplacent le rôle de leur mère et elles empruntent un rôle particulier. Quand on a un parent qui tombe malade, les enfants se mettent soit dans une position de retrait complet tellement ils ont peur, soit au contraire, ils vont se mettre dans une position pour essayer à ce moment-là de reprendre une place un peu plus, comme vous dites, d'adulte sur lequel on peut s'appuyer. Donc là, les filles de Suzanne, elles vont osciller, c'est-à-dire que ce n'est pas continu ça aussi pour un environnement, pour les proches. Autant la compagne, elle a besoin de tenir, elle a tenu une position identique sur toute la durée du voyage. Autant les enfants ont fluctué par des moments de retrait pour se protéger, des moments de présence étayante. Pour les enfants, une mère folle pour des enfants, c'est incompréhensible. C'est même pas acceptable. Enfin, les parents, c'est pas fait pour être fous. Les parents, c'est fait pour tenir sa place de parent. Et donc, quand là, il y a quelque chose qui vient emporter votre mère et puis c'est plus votre mère, parce que c'est ça que les enfants vivent, c'est que les enfants ont perdu leur mère. Et à ce moment-là,
c'est un deuil. Et à ce moment-là, elles n'ont pas la représentation que leur mère va revenir et elles ne savent pas en tout cas dans quel état leur mère va revenir. Grande question. Dans la vie de Suzanne, il y a quelqu'un de très important. C'est Pacha. Pacha, c'est son jeune chien, encore un chiot, absolument fou. Pacha a un rôle très important dans la vie de Suzanne, on l'a dit, mais surtout dans le retour de Suzanne à la vie grâce à un homme. Cet homme, c'est Timothée. Je vous propose d'en savoir un peu plus grâce à la lecture de Sophie sur ce personnage absolument merveilleux qui est un pivot du livre, on peut le dire. Merci Sophie. Quand tu te retrouves hospitalisée, Valentine le prévient. Plus tard, il prend de tes nouvelles. Peu de temps après la sortie de la clinique, tu retournes le voir. Tu n'es pas très bien. Timothée est très présent chaque fois que tu le vois pour Pacha. Il te demande délicatement si tu es mieux et comment tu as supporté les électrochocs. Tu réponds à peine. Lui te parle beaucoup. Des hommes, des chiens, du monde, des relations entre le monde animal et le monde humain. Ça te fait du bien. Il doit le percevoir. Il te propose de venir passer du temps avec lui sur son terrain de dressage pour le voir travailler, te disant qu'il pense que ça peut te faire du bien. Tu y vas. Tu es là, assise sur une chaise en plastique blanche. Tu observes les malinois de compétition, les maîtres chiens qui défilent avec leurs molosses, et Timothée montre combien il est dans un autre monde. Emballé dans une tenue complète de protection contre les morsures de chien, il enchaîne les exercices. Le chien qui attaque, qui protège, qui bondit, qui défend un objet, qui recule collé à son maître pour le protéger d'un inconnu dans son dos, le chien qui saute des obstacles et encore des exercices d'attaque. Il livre ses assauts sur les jambes de Timothée, son thorax. Timothée résiste, il excite l'animal pour qu'il le morde plus encore, il l'encourage, le félicite et ne plie pas devant toute cette fougue. Il est complètement pris par sa vigilance et son rapport à la brutalité du chien en pleine éducation. Le visage de Timothée se rapproche de la mâchoire de l'animal, sans avoir peur. Leurs énergies se déploient ensemble dans une danse saccadée qui jamais ne dégénère. Tu es là des heures à le regarder faire. Tu aimes ce qu'il te donne. Un voyage dans un autre monde. Il te guide, t'accueille. Il a l'air de vouloir te soulager. Et tu sens que tu es bien auprès de lui et de ses chiens. Il te dit de te tenir droite, la tête haute quand tu fais marcher Pacha auprès de toi et que tu lui donnes des ordres. Il te dit de porter ta voix, de ne pas subir Pacha, de montrer de l'assurance pour que ton chien en ait à son tour, d'ouvrir tes épaules, de regarder bien devant toi, de ne pas passer ton temps à surveiller Pacha. C'est lui qui doit guetter tes mouvements pour s'adapter, te suivre, et pas le contraire. Tu aimes quand Timothée te parle. Merci Sophie. Alors Anne, pour Suzanne, bon, pour Anne aussi, l'importance d'avoir un animal, ce contact. Je ne parle pas de Timothée, on en parlera après, mais rien que le contact avec l'animal, on apprend beaucoup, on partage, ça donne énormément un chien. Oui, alors comment dire, moi je pense que pour Suzanne, le chien sans Timothée, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, les deux sont très liés. Ouais. Je pense que Pacha est devenu d'autant plus important que Timothée est venu prendre une place aussi très importante auprès de Suzanne, joli lapsus. Et le chien, c'est vraiment... le chien, c'est la beauté totale de sa liberté. Voilà. Pour Suzanne, il y a quelque chose de... que Pacha soit un chien libre, tout en étant vraiment conscient de liens forts qu'il doit avoir avec elle. Donc c'est cette espèce de double mouvement. Elle veut un chien libre, mais qui ne l'oublie pas, qui ne la laisse pas, qui ne s'en va pas à 50 km sans lui obéir. Donc Timothée, il va venir faire l'intermédiaire pour que Pacha soit libre, en forêt, comme
comme le chien de chasse qu'il est profondément, et qu'il ne laisse pas Suzanne toute seule. Et c'est ce double mouvement du lien très fort et de la liberté qui sont... c'est un mouvement très, très bouleversant pour Suzanne. Il y a quelque chose vraiment... voilà, c'est... Bon, elle a toujours rêvé d'avoir un chien à la fois libre et collé. Et, et finalement, avec Timothée, elle va lui donner de la liberté. Et puis, avec la fin du voyage, elle va parvenir à le coller quand même. Donc, elle aura les deux. La boucle est faite. Parce que Timothée est un homme qui parle, qui finit par se livrer à Suzanne, à tel point qu'il donnera à Suzanne l'envie d'écrire. Parce que Suzanne écrit des romans, mais elle l'avait perdu, cette envie. Elle n'avait pas eu ce petit déclic. Et Timothée est un homme très complet, parce que il y a le côté physique, il y a le côté très, très fort, mais il y a aussi la fragilité de cet homme. Il est incroyable entre force et faiblesse. En fait, je pense que Timothée n'est pas un être humain. Je pense que Timothée est un animal qui s'est humanisé pour vivre parmi les êtres humains, mais il a un rapport très animal au monde, aux autres. Il perçoit tout de suite, tout le monde. Et il est dans une vie qui est très sensorielle, comme les animaux. Et il a beaucoup de mal finalement à... Il n'explique pas les choses, il fait des phrases pour que Suzanne se plie aux instructions pour éduquer son chien, mais ce n'est pas vraiment des explications, il met des mots sur des actions, ces actions sont guidées par ce qu'il sent des animaux, et puis voilà quoi. Donc on le suit ou on ne le suit pas. Donc c'est un être très particulier, on le suit ou on ne le suit pas. Voilà. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui parle vrai. C'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de circonvolution, d'état d'âme, etc. Et c'est en cela qu'il fait du bien à Suzanne. Oui, et c'est parce qu'il est aussi, il a une attention à Suzanne que Suzanne perçoit comme étant immédiatement sincère et qui n'est pas du bavardage. À aucun moment il y a de bavardage, à aucun moment il prend des postures, il sait très bien que Suzanne sort à peine de ce voyage, il ne va pas chercher à faire raconter pour obtenir des détails croustillants sur... Il a une présence intense, totale, et pour laquelle le langage finalement a peu d'importance. En fait, il a le vrai sens du rapport humain. Il ne va pas s'encombrer de choses compliquées, d'état d'âme, de gêne que pourrait avoir une personne extérieure, un ami qui ne sera pas très bien. Comment dire? Il est cash. C'est ça. Alors là, pour le coup, pour être cash, il est cash. Et avec Suzanne et avec le chien, il est cash. Ouais. Et finalement, ça fait du bien aux deux, à Suzanne et au chien. Oui, mais je pense que pour Timothée, ça fait du bien aussi de rencontrer Suzanne et Pacha. Ce qui est vrai dans cette traversée, c'est que Suzanne va recevoir beaucoup de monde pour se sortir de ce voyage, mais sans doute qu'elle aura réussi à donner quand même un peu quelque chose aussi, parce que pour que les autres tiennent, il faut qu'elle donne un peu. Donc, on peut imaginer que Timothée, il a reçu aussi quelque chose de Suzanne, que ce n'est pas que dans un sens. Non, je pense que Timothée est touché par la proposition de Suzanne, de le mettre en mots, ce que lui ne sait pas faire. C'est ça. C'est-à-dire que Suzanne voudrait rentrer dans son monde animal et Timothée est content qu'on vienne lui proposer un chemin de phrases, quoi. Lui qui a l'habitude d'être plus dans une action que dans le récit. Anne, j'aurais une dernière question parce que je vois que Nathalie est là, elle doit avoir beaucoup de questions du public et puis on a la chance d'avoir encore une lecture de Sophie. Suzanne va demander un effort
incroyable qui est vraiment une preuve d'amour à Valentine, sa compagne, à ses filles, de revivre tous ces moments forts pour reconstituer le long voyage et la mémoire de Suzanne et de vivre une seconde fois, c'est vraiment un effort et une preuve d'amour. Est-ce que ça démontre encore une fois que les malades ont surtout besoin d'amour de leur entourage? Alors, d'abord, dans la vie, je pense que tout le monde a besoin d'amour. Quand on est malade, on a beaucoup besoin d'amour. Je pense que la seule chose qui compte dans l'existence, au-delà de l'amour qui est central, mais parce que bon, aimer et être aimé, ça n'arrive pas toujours. Parfois, il y a des moments dans la vie où on est aimé, pas aimé. Enfin, c'est une vie humaine, c'est très complexe. La seule chose qui est sûre dans une vie humaine, c'est que ce qui permet d'exister et de se sentir vivant, c'est les rencontres. C'est les rencontres. Il y a des moments où c'est l'amour, puis il y a des moments où c'est de l'amitié, il y a des moments où c'est Timothée, il y a des moments où c'est son voisin, mais en fait, s'il y a un moment des rencontres avec des êtres humains, bon là on est derrière des écrans, mais voilà, c'est la seule chose qui compte, quoi. C'est la seule chose qui compte. Et alors quand on est malade, encore plus. Mais sinon, c'est la seule chose qui compte. Voilà, c'est tout. Jolie conclusion. Merci, Anne. Adélaïde, merci. Anne, j'ai une grosse question à vous poser. Vous avez écrit de façon remarquable votre roman. Comment faire quand on est écrivain et qu'on vit ça pour le raconter? On sait que d'autres auteurs l'ont fait, mais ça ne donne pas du tout la même impression. Comment avez-vous fait? Comment j'ai fait j'ai fait parce que je ne croyais pas ce qui était arrivé. Donc, je pense vraiment le moteur, ça a été c'est pas possible, quoi. C'est pas vrai. Je raconte c'est pas vrai. Et donc, je l'ai raconté pour le mettre quelque part où je peux dire, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, mais vraiment, et tu n'as pas de quoi douter. Et je pense que ma volonté de me sortir du doute, de me sortir de l'effarement, de me sortir de bah, c'est pas vrai, quoi, a fait que j'y suis allée. Je sais pas comment vous dire, mais j'y suis allée, quoi. C'est comme quand on construit une maison, les fondations, c'est l'enfer. Là, le truc qu'il fallait absolument que je fasse voler en éclats, c'était mon effarement. Donc, pour me sortir de mon effarement, ben, j'y ai mis une énergie considérable pour que je puisse moi-même, en le lisant ou en entendant lire, me dire, mais voilà, il n'y a pas de quoi être effaré, c'était comme ça, voilà, c'est pas grave, c'est arrivé, c'est pas grave, c'est une façon de parler, oui, c'est pas grave, mais se sortir de l'effarement, ouais. Et peut-être de donner l'effarement à celui qui lit aussi, ça peut être réussi, c'est réussi. Réussi. Alors, pour pas qu'on soit pris de court, je vais rappeler Sophie qui va faire une dernière lecture. Juste avant que Sophie revienne, Anne, est-ce que vous avez un conseil lecture à faire à nos amis lecteurs? Oui, un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle John Perkins d'Henri Thomas. Bon, alors Henri Thomas, je crois qu'il n'est pas très connu, mais bon, c'est pas très grave. Et John Perkins, c'est un texte que j'ai lu quand j'étais adolescente, puis relu plusieurs fois, et qui, je pense, est un texte qui m'a donné envie d'écrire sur une traversée aussi un peu radicale, hein, pas... toutes les traversées radicales ne sont pas psychiatriques, hein, il y a plein de moyens de faire des traversées radicales. Et donc voilà, j'aime beaucoup John Perkins d'Henri Thomas. Donc, je mettrai les références et on va laisser Sophie faire sa lecture. Merci. Tu reconnaîtras facilement que tu t'es mise dans de beaux draps, toi qui as toujours voulu renvoyer une bonne image. Voilà que tu l'as piétinée toute seule. Ça ne va pas être simple de rattraper tout ça. Terminer les constructions, les mises en scène. Tu as été dépassée par ton propre théâtre. Mais qu'est-ce que tu voulais tellement cacher?
Tu devais le sentir au fond de toi que ça n'allait pas tenir, que ça allait vriller. C'était pour ça tous ces efforts. Mais là, tu vas devoir te soumettre à la réalité. Ça s'est vu que tu étais folle. Et d'ailleurs, va savoir pourquoi tu t'es mise à le raconter à tout le monde. Tu aurais pu limiter la casse à celles et ceux qui t'avaient vu perdre pied, mais non, tu t'es embarquée dans une mise au point tous azimuts. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Une vérité, enfin. Pas de faux semblants. Ça ne colle pas avec ta volonté de te dissimuler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que maintenant tu avances avec sincérité, et c'est un bon test d'ailleurs. Il y a ceux qui sont là, et ceux qui s'éloignent, trop perplexes et mal à l'aise dans l'exposé de la folie. Alors, tu as de la peine de voir l'éloignement, mais c'est toi qui l'as provoqué. On ne peut pas exiger que les gens supportent. Même tes enfants n'ont pas très bien supporté. Elles t'aiment quand même, mais maintenant elles ont peur encore. Elles surveillent, et si ça recommençait? Les enfants n'aiment pas voir leur mère devenir brutalement folle. Une dépression, c'est ce qu'on soit, on s'y fait. Pas toutes ces idées délirantes, ces hallucinations, les injonctions suicidaires, c'est autre chose. Là, ce n'est plus le même monde pour elles. C'est comme si elles avaient un temps perdu leur mère. Ça n'a pas duré, mais ça laisse des traces. Alors on peut perdre sa mère dans un monde inconnu et avoir peur de ne jamais la retrouver. Elles t'ont retrouvée, mais ce n'est plus pareil. Elles font attention à tout, à ce qu'elles disent, à ce qu'elles pensent peut-être. Elles t'appellent tous les jours pour savoir comment tu vas. Elles font comme si tout était redevenu comme avant, mais c'est un effort. Elles ne veulent plus de mère aliénée. Et puis, elles ne réagissent pas de la même manière. L'une fait comme si tout était déjà du passé, balayé, débarrassé, on passe à autre chose, c'est une décision ferme. L'autre se tourmente plus. Elle a perdu ses repères. Comment était-ce possible que sa mère soit dans un état pareil? Comment peut-on traverser deux mondes et reprendre sa place comme si de rien n'était? Quand tu leur as demandé de te raconter pour retrouver un peu de mémoire, elles ont d'abord dit non. C'était trop douloureux pour elles. Et elles avaient peur de te faire de la peine. Alors tu as essayé de les convaincre. Tu penses que tu ne peux pas avoir de peine en les écoutant faire le récit de ta propre traversée. Après ton voyage dans le monde des morts vivants, sous le règne de la voix, privé de ton existence, ravagé par le pourrissement, coupable d'un crime dont tu ne sais rien, aux prises avec la disparition de tes organes, après ça, peux-tu encore éprouver de la peine? Merci Sophie. Merci beaucoup pour cette Merci, belle... Sophie. Alors, je rappelle que Intime étrangère, le roman de Anne Reva, paru au Mercure de France, est sur toutes les tables de librairie. Il est chez Marie-Adélaïde à la librairie Doucet au Mans. Il est sur toutes les tables de librairie. Je vous engage vraiment à aller lire ce texte qui va vous prendre vraiment... Il se passe quelque chose à la lecture de ce texte. Marie-Adélaïde ne me contredira pas. Sophie non plus, parce que Sophie l'a lu. Est-ce que Sophie, vous avez envie de poser une question à Anne, justement? Alors, quelle question est-ce que je pourrais poser à Anne? Oui, alors, Anne, est-ce que vous avez fait exprès de faire en sorte, il me semble, mais qu'à la lecture, le lecteur prenne le tu pour soi-même, c'est-à-dire qu'on devienne Suzanne? Eh bien, non. En fait, non, parce que la première question en écrivant, c'était plutôt de m'adresser à moi. Donc, je me disais tu. Oui, Et oui. je n'ai jamais, c'est depuis que le texte est lu, qu'on revient vers moi après avoir lu le livre, que les gens me disent, mais en fait, moi, je ne savais plus, j'avais l'impression que c'était moi. Oui. Et d'ailleurs, la fille de Timothée qui a 16 ans m'a dit l'autre jour, elle a 16 ans, elle m'a dit, mais moi, la
cette 10e page, je croyais que c'était moi qui vivais tout ça. Donc, et vraiment, ça se répète, cette perception. Mais je n'ai pas du tout fait exprès. Je voulais m'adresser à moi, en fait. Mais c'est une partie qui crée quelque chose d'extraordinairement bouleversant. C'est que petit à petit, d'abord, cette histoire est racontée d'une façon très douce et très calme. Et ensuite on est Suzanne. C'est magique, c'est extraordinaire. Enfin, voilà. Merci. Anne, je vais juste vous lire un message qui vient d'arriver. C'est tellement extraordinaire ce texte qu'on est incapable de lire quelque chose de déprimant alors qu'on pourrait le penser avec le sujet. Et c'est très beau ça. Et moi, je voulais rajouter, Anne, que c'est extraordinaire, cette résistance, cette force positive, et que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de vie, et que je suis heureuse que vous l'ayez eu. Beaucoup. Merci. Merci à toutes en tout cas pour ce soir. C'est hyper important pour moi, vraiment. C'était la première fois que vous parliez de votre roman, Anne, c'est ça, hein? La première fois. Absolument. On est ravis que ce soit chez nous, dans un endroit où aller. Voilà, donc on vous remercie. C'est un très beau moment, Anne. Merci de l'avoir dit. Et merci pour cette spontanéité naturelle. C'était un bonheur de vous écouter. Merci beaucoup. Un grand merci à Sophie Bouillou qui est comédienne et qui nous a lu ces 3 extraits. Demain, on se retrouve à 19h avec Annie Cohen-Solal pour un livre qui est sorti chez Fayard qui s'appelle Un étranger nommé Picasso. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt en librairie, j'espère. Et surtout, allez acheter Intime étrangère paru chez Mercure de France de Anne Reva parce que vous ne le regretterez pas. Bonne soirée, mesdames. Au revoir.